Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui participe au développement de cette jeunesse africaine. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première, elle, sera une sorte d'immersion dans la famille pour parler de cette relation tendue entre la belle-mère et la belle-fille ou encore entre le beau-père et le beau-fils. Pourquoi aujourd'hui cette relation est perçue un peu comme une relation désastreuse pour la famille? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission, occasion pour nous de questionner la jeunesse sur cette problématique. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler cette fois-ci du silence. D'aucuns disent que le silence est une forme de communication, mais est-ce réellement le cas? Est-ce qu'aujourd'hui le silence ne tue pas l'art de la communication? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de la seule femme de ce plateau. On va démarrer avec vous, évidemment, Féloria. Vous êtes étudiante en informatique appliquée. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau Murphy. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, Régis. Deux habitués également, Ruben, étudiant en droit. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation. Plaisir partagé. Et on termine avec un étudiant en journalisme et communication, Stéphane. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, le plaisir partagé également. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je m'adresse à toi, Ruben. On va démarrer avec cette première thématique sur la relation entre la belle-mère et la belle-fille. En général, en Afrique, sur notre magnifique continent, la belle-mère est parfois perçue comme étant la sorcière bien-aimée. Pourquoi aujourd'hui on assiste vraiment à ce climat un peu tendu entre la belle-mère et la belle-fille, selon toi, mon cher Ruben? D'accord, très bien. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, les relations entre femmes ont toujours été des relations belliqueuses. Donc, vous allez remarquer que même dès le bas âge, il y a souvent cette tendance de rivalité qui va s'installer, parfois même entre la mère et la fille. Donc ça, c'était déjà pour installer un peu aussi bien historiquement que contextuellement les choses. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que plusieurs choses, du moins plusieurs raisons peuvent justifier le fait que la belle-mère puisse avoir cette relation conflictuelle avec sa belle-fille. Vous allez remarquer par exemple qu'elle va se dire j'ai envoyé mon enfant à l'école, je me suis occupé de lui. Trop longtemps, j'ai été là et je ne peux pas accepter que du jour au lendemain, une jeune fille puisse venir s'accaparer de mon fils. Non, c'est vrai que couper le cordon ombilical, c'est un peu compliqué parfois pour certains moments. Oui, effectivement, c'est surtout ça. Mais n'empêche qu'également, la part de responsabilité peut également incomber de la belle-fille également, qui du coup va se dire mais il est hors de question que je puisse être marié à un homme, que ce dernier semble être beaucoup plus attaché à sa mère qu'à moi qui suis son épouse. Ouais, parce qu'il y a beaucoup justement des partenaires dans ce sens-là qui ont du mal encore à couper le cordon et qui, on va dire, laissent parfois maman faire une sorte d'immersion dans le couple, et ce qui cause parfois des petits soucis. On aura l'occasion en tout cas d'aborder ces points tout au long de cette émission. Féloria, tu es la seule femme de ce plateau, on va beaucoup faire référence à toi, on te l'annonce au moins au début de cette émission pour que tu ne sois pas submergé par nos questions. Qu'est-ce qui peut du coup expliquer vraiment cette sorte de rivalité qui se crée entre la belle-mère et la belle-fille selon toi? Effectivement, on a pu constater dans nos sociétés aujourd'hui que les mères sont beaucoup plus axées sur leurs fils et les pères sont beaucoup plus axés sur leurs filles. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on a remarqué. Et naturellement, quand une mère elle a son fils, il y a l'éducation qu'elle a donnée à son enfant. Et quand il y a une femme qui arrive, qui n'a pas reçu l'éducation qu'elle a donnée à son enfant, naturellement, elle s'est dit non, peut-être qu'elle va venir changer le concept que j'ai mis dans mon enfant. Peut-être qu'elle va venir changer les habitudes qu'il a déjà et que je lui ai inculquées. Et il y a ces petits questionnements-là qui font en sorte que la mère voit comme une rivale. C'est juste une forme de jalousie selon toi? C'est uniquement la jalousie? Ouais. D'accord. Petite forme de jalousie. D'accord, une petite forme de jalousie. Maintenant, qui dépend aussi des caractères. Lesquels selon toi? Si la belle-mère a un caractère assez fort, possessive, et tout ça, ça va évidemment compliquer encore un peu les choses dans le couple. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, Stéphane, quel pourrait être l'impact justement de l'époux, du mari, dans le fait de jouer peut-être des médiateurs pour essayer d'apporter une forme d'accalmie entre la belle-mère et la belle-fille? Ce sont les tensions. Lorsque
entre la belle-mère et la belle-fille, le courant ne passe pas. Nous avons les tensions dans la maison. Et ensuite, là, il peut y avoir beaucoup des conséquences. D'où même, il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Donc, comme pour dire que le mari doit être le garant de tout ceci. Le mari doit être là pour dire à la mère que effectivement, tu as joué ton rôle, mais cette dame aussi est dans la continuité de ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, c'est même ça la définition du couple. Hein. Ce n'est que l'extension de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est cela. Ouais. Donc en fait, jouer le rôle de médiateur. Voilà, justement. Donc le mari, là, il doit jouer le rôle de médiateur entre la mère et la belle-fille. Oui, mais est-ce que c'est facile, Stéphane Parce qu'à un moment donné, tu dois devoir dire certaines choses un peu dures à ta maman pour qu'elle comprenne. Est-ce que facilement on y arrive? Justement, là, il faut trouver maintenant les mots pour parler à sa maman. Ouais. Voilà, il faut avoir une stratégie. Parce que. Pas uniquement à un moment, Stéphane, même à la femme. Parce que le risque, c'est que voilà, il n'y a pas le risque zéro, tu risques de perdre les deux. Parce que le véritable souci, c'est qu'en réalité, la belle-fille n'arrive pas toujours à accepter la maman. Ouais. Le plus souvent dans les réactions, c'est ça. Lorsqu'elle arrive, elle veut contribuer le mari. Ouais. Lorsque la maman voit ça, ben écoutez, aucune maman ne peut accepter ça, hein, monsieur Murphy. Elle est toujours dans le rôle de celle qui protège. Toujours en train de protéger son fils. Voilà. Et il y a un aspect qui fâche beaucoup, c'est l'aspect financier. Parce que lorsque la femme vient, on se dit que la belle-fille viendra, on va dire, couper les ponts, le mari ne va plus donner l'argent, etc. à sa maman. Donc, c'est un peu ces différents éléments qui font en sorte que c'est toujours tendu entre belle-mère et belle-fille. C'est toujours tendu entre la belle-fille et la belle-mère. Du coup, c'est à qui de faire le premier pas, selon toi, mon cher Murphy? Est-ce que c'est à la belle-mère aussi on va dire, de tempérer un petit peu, ou bien c'est à la belle-fille de se dire, ok, au-delà d'être ma belle-mère, c'est ma mère aussi. Peut-être que c'est à moi de faire le premier pas. Selon toi, c'est qui doit aller vers l'autre? Très bien. Avant de répondre à cette question, je reviendrai sur ce que Stéphane a eu à dire tout à l'heure. Il parlait de l'homme qui joue effectivement un rôle important dans la relation entre les deux. Et je pense qu'en réalité, s'il y a beaucoup de désaccords entre la belle-mère et la belle-fille, c'est souvent l'homme qui est souvent responsable aussi de ça. Parce que en réalité, il est responsable dans quelle mesure? Dans la mesure où il y a des hommes qui vont dire des choses devant la belle-fille, qui vont faire en sorte que la belle-fille manque de respect à la maman, par exemple. Ouais. Donc, il y a un langage qu'il faut tenir devant la belle-fille pour que cette dernière ne se permette pas de pouvoir venir traverser certaines limites et tout ça. Donc, je pense que l'homme, il a une responsabilité. Et sa responsabilité, déjà, c'est de mettre certaines limites, certaines barrières pour éviter que la belle-fille ne puisse se dire que si mon mari peut dire ça de sa mère, c'est que moi également je peux me permettre de dire ceci ou de dire cela. Ouais, c'est vraiment d'installer des limites, des pare-feux à ne pas franchir. Donc, également. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire quand tu te mets avec cette dernière, déjà d'établir ses principes, ses barrières et tout le reste. Mais monsieur Régis, oui. Il faut aussi comprendre les faits. En réalité, c'est la belle-fille qui vient. Donc en réalité, c'est la belle-fille qui doit plus donner de l'affection à la belle-mère. Parce que pour être accepté, il faut venir avec une manière. Voilà, parce que le plus souvent, les belles-filles, lorsqu'elles viennent, c'est pas forcément avec la bonne manière. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est systématique? C'est vrai que c'est pas toutes les belles-filles, mais généralement, c'est un peu ceci. C'est pourquoi, avant de commencer, j'ai dit ça dépend du caractère. D'accord. Moi, j'arrive, j'ai une belle-mère qui est assez colérique, que je trouve qu'elle est très possessive et tout ça. Franchement, tu vas te rétracter à un niveau. Mais si je suis une bonne fille, naturellement, je vais dire, bon, je vais commencer à avoir quelques stratégies. Bon, si ma belle-mère, elle aime pas ça, je vais faire ça. Si elle aime voir son fils comme ça, je vais essayer de faire. Mais il y a d'autres filles qui disent, bon, ok, comme elle est rebelle, moi aussi, je vais être rebelle. C'est de là où le conflit va devenir un peu compliqué. Effectivement. Justement, Ruben, quel pourrait être également, on va dire, l'impact? On sait qu'en Afrique, on règle souvent tout sous l'arbre à palabres. Est-ce que la communication aujourd'hui a un impact considérable dans le fait de résoudre un peu ce conflit-là? On a l'impression qu'on a tendance à parler, mais malheureusement, les mêmes causes et les mêmes effets sont toujours là. Effectivement, c'est vrai que malheureusement, sur un plan purement théorique, un plan pratique, la frontière elle est très large. Ouais. Parce que c'est clair que pas mal de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui nécessitent une communication très accrue. Il faut que les gens puissent communiquer pour solutionner les problèmes. Et il en est de même dans le cas de la relation belle-mère-belle-fille. Mais on n'en a peut-être pas parlé depuis le début. C'est également le cas dans certains milieux où entre le beau-fils et le beau-père, les relations elles sont très tendues. Bon, c'est vrai que de manière générale, s'il faut aller sur un plan
en termes de pourcentage comparatif, on dira que voilà, sur le plan de la relation belle-mère-belle-fille, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus tendu que entre le beau-père et le beau-fils, parce que en général, on prend un verre de un petit verre et puis on a communiqué, ça passe. Tout à fait, parce qu'on le dit souvent, même les dames elles le disent souvent. Que entre vous, entre garçons ou entre hommes, généralement on se rend compte que vous communiquez très bien, sans même que vous ne vous connaissiez. Le courant semble passer. Maintenant, pour aller à l'essentiel, de savoir si la communication concrètement peut avoir un rôle important, moi je dis oui. Parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup observateur de l'aspect communicationnel. Mais laquelle justement, mon cher Ruben? Laquelle de communication? Parce justement. Oui, c'est laquelle? Oui, justement, parce que c'est vrai que s'il faut spécifier en tant que tel une communication en particulier ou une autre en particulier, c'est très difficile. Et après, moi, je pense que la communication, elle doit toucher toutes les personnes qui sont dans ce cercle-là. Aussi bien l'homme, aussi bien la belle-mère, aussi bien la belle-fille. Je l'ai dit, chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, il faut que cette communication soit installée. Moi, j'ai vu des couples, j'ai vu des familles où entre la belle-mère et la belle-fille, la communication n'était pas forcément au rendez-vous. Mais lorsque l'homme a pris ses responsabilités, lorsque l'homme a décidé maintenant de s'engager, de faire asseoir aussi bien sa femme que sa belle-mère pour discuter, il y a quelque chose qui a jailli. Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière? Donc moi, je pense qu'il faut discuter, mais il faut impliquer, faire en sorte que toutes les parties prenantes soient concernées, aussi bien le monsieur, aussi bien la belle-fille que la belle-mère. Oui, Stéphane. Au-delà de la communication, il y a aussi les actes. C'est ça. Non, justement, non. Joindre l'acte à la parole. Voilà, justement, l'acte à la parole, parce que ce sont les actes qui concrétisent en réalité. Donc, s'il n'y a pas les actes, on peut beau parler, mais il n'y a rien, vous voyez un peu. Oui, je suis d'accord avec il y a des actes qui sont très importants dans ce genre de... Non, il faut les poser, les actes. Mais ça, l'effet inverse, c'est vrai que j'avais souligné un petit peu déjà le point, Ruben est revenu sur ça, a fait lauréat, cette relation aussi tendue entre le beau-père et le beau-fils, et du coup, quel pourrait être là le rôle de la femme? Comment une femme, alors évidemment je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans des situations similaires, mais comment une femme pourrait elle aussi jouer un peu ce rôle-là, de rassembler les deux, de raffermir les liens entre le beau-père et le beau-fils? Je pense que c'est aussi par rapport aux actes. Ici, il n'y a pas trop de communication. Moi, je ne me vois pas trop en tant que femme être très... peut-être sous l'oreiller, parler effectivement, à son chéri, les actes. dire, voilà. Ça veut dire que pendant le mois, je peux choisir une date où j'invite mon beau-père à manger avec mon mari, des petites sorties, des petits cadeaux, l'anniversaire, des trucs comme ça. Ça parle beaucoup plus que des paroles, je pense. C'est beaucoup plus les actes. Rassurant, parce que tout le temps, il faut rassurer la personne. Effectivement. Montrer sa présence. Mais franchement... Le problème est beaucoup plus au niveau des femmes. Les hommes, je pense que vous gérez franchement. Ça, c'est mon avis. Bon, tant que ça vient d'une femme, ça va. Moi, je pense que oui. Mais les femmes, c'est encore un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'histoires négatives entre belle-mère et belle-fille que d'histoires positives. Ça, c'est mon impression. D'accord. Sur la balance, ça pèse beaucoup plus de... Voilà. Effectivement. Ça penche beaucoup plus de ce côté-là. C'est par rapport la femme est très émotionnelle. C'est son ressenti. C'est quand elle arrive, nous, on est au feeling. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de parler. Je sais que celle-là, elle ne me pige pas. Tu vois? Et la femme ne cherche pas à arranger les choses. Ça veut dire, non, elle ne me pige pas, moi, je ne la calcule pas. Mais c'est ta belle-mère. Que tu le veuilles ou non, elle est là. C'est la mère de ton mari. Tu dois être avec elle, que tu le veuilles ou non. Donc là, il faut maintenant améliorer les choses. Mais il y a des histoires où ça ne s'arrange pas. Ça veut dire qu'à vie, elles ne s'entendent pas. Maintenant, là, il faut aller sur... bon, je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas, mais bon... On gère les choses au calme. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les enfants, mère-fille? Effectivement. Effectivement, il y a un impact parce que s'il n'y a pas d'harmonie entre la belle-mère et la belle-fille, voilà. Pour la mère, là, du coup, pour les enfants, c'est la grand-mère et maman. Voilà, donc du coup, même pour envoyer les enfants chez la grand-mère, ça va être un problème parce qu'elle va dire, ouais, cette femme-là, quand vous allez aller là-bas, elle va vous dire des choses, elle va faire des... Donc, elle va vous monter la tête. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que voilà, la femme fasse des choses pour arranger les choses. Donc, c'est elle qui doit faire le premier pas. C'est elle qui doit appeler la belle-mère. C'est elle qui doit voilà, entamer des procédures pour pouvoir voilà, mettre de l'harmonie entre les deux. D'accord. Mais les belles-mères doivent aussi accepter parce que je pense que c'est Rodrigue qui l'a dit que lorsque la belle-fille vient, en réalité, c'est la belle-mère qui doit montrer la porte que voici comment ça se passe chez moi. Hein? Si tu veux on va dire, gagner le cœur de mon fils, il y a certaines choses qu'il faut faire. Mais malheureusement, on voit des belles-mères
tout de suite quand elle arrive à voir directement comme une rivale. Et ça, il faut que les belles-mères arrivent à pouvoir comprendre que lorsque la belle-fille arrive, ce ne sont pas des rivales en réalité. Elle vient continuer le travail qu'elle faisait auparavant. Voilà, donc il faut que nos belles-mères puissent comprendre autant pour moi. Donc c'est un peu là. Stéphane, il y a également un fait. Vous allez vous rendre compte que certaines belles-mères elles sont très bornées. C'est-à-dire qu'on est même arrivé à une phase, ce n'est peut-être pas trop le cas de nos jours, mais jusqu'à une certaine époque, ce sont les belles-mères qui choisissaient les femmes de leurs enfants, par exemple. Vous allez vous rendre compte, par exemple, dans des feuilletons tels que Ma famille, vous allez observer une belle-mère. Une série ivoirienne africaine. Vous allez observer une femme qui impose à son fils, et telle femme, au motif que c'est elle qui l'a élevé. Donc vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, la rivalité ou bien le problème, il est beaucoup plus profond parce que vous allez vous rendre compte que les belles-mères refusent catégoriquement les femmes même qui sont apportées dans la famille par leur fils au motif que c'est elles qui les ont élevées. Mais donc elles sont à même justement, Ruben, à quel moment, parce que c'est pertinent ce que tu dis, à quel moment on a perdu un peu ces traditions-là? Quand on sait que jadis, il y avait effectivement ce procédé-là, au village, il n'y avait pas de souci, la belle-fille était considérée comme la fille, comme on vous l'avait souligné sur le plateau, elle était vénérée par la belle-mère même au contraire, parce que justement, comme Stéphane l'a dit, c'est la belle-fille qui devenait un petit peu, entre guillemets, la reine du foyer. Et du coup, la mère cédait un peu son trône à la belle-mère cédait son trône à la belle-fille. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu toutes ces traditions-là. On a perdu notre culture. À quel moment on a basculé dans ce ressenti négatif entre la belle-mère et la belle-fille? Est-ce qu'aujourd'hui, la mondialisation, on est pour quelque chose, par exemple? Oui, effectivement. Et Régis, tu le sais. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément contre le progrès, mais j'estime que certaines valeurs ne doivent pas être remises en question au motif que le monde a évolué. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'influence qu'il y a, la mondialisation, l'ouverture autant pour moi très large qu'on a eu à faire par rapport au monde occidental est venue remettre fondamentalement en question les valeurs qui étaient là. On va se rendre compte que, bien évidemment, cette place-là qui pouvait être laissée par la belle-mère à la belle-fille est remise en question. Vous allez me rendre compte même que parfois, elles peuvent en venir aux mains. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a pu observer, par exemple, à la télévision, où lorsqu'une belle-fille s'est sentie lésée, automatiquement, elle en est venue aux mains avec sa belle-mère. Et on va se rendre compte que ces choses-là ont été importées dans notre milieu. Et c'est totalement inadapté à notre contexte parce qu'il y a des valeurs qui sont là. Donc moi, j'estime que c'est par rapport à l'évolution et l'ouverture qu'on a laissé malheureusement. Est-ce que cette jeunesse, elle est consciente des enjeux aujourd'hui, Murphy? Et je veux dire, ce que ça représente, la communication, la relation avec son beau-père ou avec sa belle-mère. Est-ce qu'on a une génération consciente, même si aujourd'hui, on sait que, on parle tout à l'heure de ce village planétaire, le monde qui est devenu un village planétaire. On parle de l'avènement du numérique, en l'occurrence les réseaux sociaux, qui influent beaucoup sur le comportement, les décisions de cette jeunesse-là. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter un peu au risque peut-être de renforcer encore ces relations tendues entre la belle-mère et le beau-père? Oui, je crois que nous sommes en droit de nous inquiéter parce qu'en réalité, la mondialisation est venue un peu tout chapeauter et ça a basculé nos cultures. Et tu vois, comme Féloréa disait tout à l'heure, les mamans, elles ont ce truc-là de sentir. Quand elles voient la belle-fille pour la première fois, elles savent la façon dont elle va tenir la marmite, la façon dont elle va tenir... c'est jusqu'à ce point-là quand même? Oui. La marmite, on sait tout de suite que... Sa façon de préparer, sa façon de s'adresser à son homme. Elles sont observatrices. Elles vont regarder tous ces détails-là et elles vont se dire cette femme-là n'est pas bien pour mon fils. Elle n'est pas bien pour mon fils parce qu'en réalité, on a perdu ça. Il y a des moments qui manquent de transmettre aux enfants, à leurs filles, les cultures. Ouais, c'est vrai que c'est un point intéressant. La transmission, le legs. C'est vrai que ça aujourd'hui... il faudrait que les mamans reviennent à ça. Transmettre à leurs filles la bonne éducation pour dire que demain vous serez dans un foyer, voici comment vous devez préparer, voici comment vous devez vous occuper de vos enfants, voici. Et donc quand la mère arrive, quand elle observe, elle regarde, elle se rend compte, mais tiens, cette fille-là, ça c'est une bourgeoise. En griffe, Elle ne sait pas tenir un balai, elle veut une ménagère, elle veut, et elle va te dire, non, moi je ne veux pas ce genre de belle fille pour mon fils, je veux une fille de tel genre. C'est pour ça qu'on dit à l'époque, c'était les mamans qui choisissaient. Et parce que quand elle regarde, elle dit, ouais, j'ai vu une fille dans mon village là-bas, elle est comme ça, elle est travailleuse, le matin elle se lève à 5 h, elle fait ceci, elle fait cela, bon. C'est un peu cliché tout ça. Est-ce qu'il faut revenir? C'est un peu cliché ce qu'il dit, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut revenir à ce système-là où c'est la maman qui choisissait? Vraiment,
S'il le faut, il le faut, parce qu'on n'était pas dans un travers là. Parce que en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que la maman ne veut pas du mal à son fils, donc elle va forcément trouver, bon, un pas forcément, un meilleur profil. Justement, et avant, on n'avait pas ces histoires. On n'avait pas ces histoires, des conflits, mais c'est aujourd'hui qu'on voit, voilà. La transmission de la culture. Justement, on avait préparé la fille pour le mariage. Elle savait que quand elle va dans un foyer, voici comment il faut se comporter. Tenir un foyer, c'est ça, justement. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des filles qui ne savent même pas préparer. Malheureusement. Bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais voilà. C'est un autre débat, on aura l'occasion de c'est dans le panier, en fait. Aujourd'hui, effectivement, parlant de la mondialisation, il n'y a plus ce contact-là entre mère et fille. Ça veut dire que le temps qu'on prenait avant, autrefois, à enseigner la fille, et tout ça, là, c'est à l'école maintenant que tu dois être. Bon, par moment, non pas le temps, c'est 8h, 17h. Je ne vois pas le temps qu'on va m'apprendre à préparer. C'est compliqué. Donc, c'est normal qu'une femme, aujourd'hui, se retrouve dans un foyer où elle n'arrive plus à être à la hauteur. Est-ce que cette communication, toi, tu l'as avec est-ce que justement, ce legs-là, est-ce que maman a eu justement à te transmettre un peu ces informations? Effectivement. Moi, j'ai eu cette grâce-là déjà d'être curieuse, naturellement. Et enfin, c'est le caractère, comme j'ai dit. Il y a des filles, elles sont superficielles. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais moi, par contre, ma mère m'a pas dit viens regarder. Quand elle préparait, moi-même je suis là, je regarde et je ne sais même pas comment, mais aujourd'hui je sais cuisiner. D'accord, ça on check, c'est bon. Tu sais cuisiner, c'est ok. Mais je veux dire, le point souligné par Murphy, le comportement adopté lorsqu'on est dans un foyer, la relation pour la rendre un peu plus on va dire, enfin d'installer une sorte de béatitude, de félicité avec la belle-mère. Est-ce que les astuces là, maman qui est déjà passée par là, a eu à te les transmettre, ces astuces? Oui. D'accord. Oui, je pense oui. Elle t'a dit comment on se comporte dans le foyer avec le futur époux? Et ça, c'est compliqué aussi parce que les mamans africaines sont très pudiques dans le sujet du terme homme avec son mari. C'est qu'elle ne veut pas admettre que sa fille un jour ira en mariage, qu'elle le veuille ou non. Les mamans modernes d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'on va dans la dérive, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a une certaine... Oui, du coup, elles sont un peu pudiques et tout ça là, mais indirectement, elle te fait passer le message. Ça, tu vois comment je fais, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous là, si vous allez dans les trucs, les phrases comme ça, et tu sais déjà capter que bon, elle veut dire par là que il faudra que je fasse ça. C'est une forme d'enseignement. On ne va pas s'attendre à ce qu'elle te dise viens t'asseoir. Mais Murphy, mais ça c'est pour les femmes. On va peut-être laisser le temps à Ruben. Ruben, ce serait bien de rebondir avant de donner la parole là, parce que Ruben il s'impatiente depuis. Oui, effectivement, parce qu'il y a certains propos que j'ai eu à entendre. Et donc, loin de moi l'idée de retourner vers le fondamentalisme, mais je mets au défi tous les hommes qui sont sur le plateau. Si votre maman choisissait une épouse pour vous, est-ce que vous accepteriez de la prendre? Là aussi, c'est quelque chose d'important. C'était pas ça le but de mon intervention. Non, c'est ce qu'il dit. Il a ramassé de façon générale. Mais si elle répond aux critères, moi je vois pas, voilà pourquoi je vais refuser derrière. Si elle répond bien évidemment à mes critères, mais si elle ne répond pas, ben là, on va essayer de discuter avec maman. Voilà, oui, donc, du coup, toi, tu parles du principe qu'il faut toujours avoir l'aval de maman pour valider un profil de ta future femme. Bon, je vais répondre d'abord à ce qu'elle me disait. Ça peut être physique, ça peut être aussi, on va dire, dans le comportement. Et aujourd'hui, on n'épouse pas une fille pour on n'épouse pas la beauté. On épouse le comportement. Donc, si elle a un comportement qui va avec ça, on parlait de savoir préparer, il y a beaucoup de trucs, dresser un lit, etc. Si cette dernière le fait, eh bien, ce sont déjà les premiers signes qui font en sorte que je puisse, voilà. On va peut-être laisser Ruben aller au bout de son argumentaire. Oui, d'accord, allez-y. Oui, effectivement. Donc moi, j'étais en train de, comme je disais, loin de moi l'idée de remettre en question fondamentalement le retour vers les valeurs initiales. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu le monde dans lequel on vit et vu l'influence que l'Occident a d'une certaine manière sur nous, je ne pense pas qu'aujourd'hui un homme puisse accepter. Et même au-delà de ça, c'est le développement personnel d'abord aussi. Oui, parce que ça quand on décide de se marier, c'est un engagement personnel d'abord, avant que ça devienne une demande sociale. Tout à fait. Et cet engagement personnel nous pousse à choisir le partenaire de vie. Donc effectivement, pour notre confort émotionnel, on a besoin nous-mêmes d'aller, de se cogner, d'apprendre de nos erreurs, et non forcément que ça soit un profil choisi par maman. C'est pour aller dans le même sens que toi, mon cher Ruben. Tout à fait. C'est justement ça, Régis. Donc, parce qu'il y a aussi un fait. C'est pas maman qui va venir vivre le quotidien, par exemple, que moi j'aurai avec mon épouse dans mon foyer. Donc moi, je suis de ceux-là qui prônent l'idée selon laquelle c'est vrai, maman a son mot à dire. Mais c'est mon choix, c'est mon mariage, c'est mon épouse. Donc,
vous allez vous rendre compte que également, voilà, ce sont mes problèmes. Parce que aussi, il y a un fait, c'est que généralement, les mamans, lorsqu'elles vont amener une épouse, c'est la femme qui vient du village. On n'est pas contre cela, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, avec l'éducation, il y a pas mal de critères qui vont au-delà même de l'aspect comportemental, qui vont pousser un homme, par exemple, à choisir telle ou telle autre femme. Mais généralement, les mamans, elles sont très limitées. Oui, c'est la femme du village, je l'ai vu grandir, je m'entends bien avec ses parents, donc je suis d'accord avec l'idée selon laquelle tu dois l'épouser. Mais maman, est-ce que tu m'as consulté? Il y a tout ça. Donc moi, j'estime que c'est vrai, maman a son mot à dire, mais c'est ma décision, c'est mon choix, donc j'assume naturellement. Ouais. Féloria, ça va? Vous êtes en accord? Oui, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport au fait, comme tu as dit, la maman. Quand elle va prendre la fille au village, c'est par rapport, moi je pense qu'il y a beaucoup plus le thème, elle pense à elle. Oui, parce que c'est que la fille du village sera très docile. Oui, c'est que, bon, je ne vais pas dire qu'elle ignore ses droits, mais elle a une certaine conception du mariage. Du mariage, ouais. Je dois faire plaisir mon mari et ma belle-mère, je m'oublie. Je sais pas, c'est comme ça que je vois les et en général, c'est ces femmes justement qui reviennent du village, entre guillemets, prennent beaucoup plus le silence qu'autre chose. Et en parlant de silence, les amis, c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera justement du silence. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous l'annonçais avant la pause, on parlera du silence. Le silence aujourd'hui évidemment vu comme une façon de s'exprimer, en tout cas un mode de communication. Mais avant d'entrer en profondeur, Murphy, je me tourne vers toi, peut-être définition du mot-clé avant évidemment d'entrer en profondeur de la thématique. Le silence, qu'est-ce que ça représente pour toi et une définition personnelle pour le silence? D'accord. Le silence, il faut le définir de manière simple. C'est tout simplement l'absence de son, de bruit ou voilà. C'est l'absence de la parole. D'accord. Voilà. Et pour certaines personnes, le silence, on l'a tous entendu, cet adage-là, cette citation-là, qui ne dit rien qu'on sent. Le silence est une forme de communication, mais est-ce toujours le cas? Est-ce que ne pas dire quelque chose, c'est communiquer? Est-ce que c'est de la bonne communication, justement, le fait d'adopter le silence comme communication? Très bien. Alors, le silence, c'est une forme de communication. D'accord. Exactement. Donc, le silence, si on considère le langage comme un moyen de transmettre un message entre l'émetteur et le récepteur, cela implique qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le langage non-verbal. Ouais. Donc, quand on parle de langage non-verbal, on parle de silence. D'accord. Donc, ce langage non-verbal, c'est naturellement des signes, c'est la façon de s'asseoir, la façon de regarder. Au langage corporel. Le langage corporel, tout simplement. D'accord. Donc, on avait même à la maison, nos papas, à un moment donné, quand ils te regardent, quand tu fais une bêtise, c'était une façon de te dire, tais-toi, va dans ta chambre. Oui, c'est vrai que nos parents africains, on les appelle des mentalistes, parce que c'est des gens qui arrivent facilement à entrer dans nos pensées. Effectivement, un simple regard, tu comprends. Tu comprends qu'il faut que tu libères le champ de vision. Donc, justement, Ruben, par rapport à ça, est-ce que du coup le silence est en train de tuer un petit peu le langage? Est-ce que le silence, pour s'accrocher à nos thématiques, c'est l'échec du langage? Non, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle le silence serait un échec du langage, parce que Murphy l'a très bien défini. Donc le silence comme absence de mots, absence de signes, absence de gestes, absence de tout. Le silence, c'est simplement le fait de faire abstraction, de parler, de donner un signe, de faire un son et tout ça. Donc, moi, je suis de ceux-là qui estiment que le silence peut également être considéré comme une forme de langage. Ouais. Donc, l'idée selon laquelle le silence pourrait être une entrave, par exemple, au fait d'avoir une communication, non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on va se rendre compte, par exemple, Murphy l'a également dit, que certaines personnes, lorsqu'elles veulent communiquer, elles auront juste à te regarder, par exemple, ou à ne rien dire pour pouvoir faire passer un message. Et la preuve en est que parfois, lorsqu'on est habitué à voir une personne qui est joyeuse, qui est émotive, tout d'un coup se ranger dans son coin, d'être silencieuse,
bah, naturellement, il y a un message qu'elle nous envoie sans même qu'elle n'ait à ouvrir sa bouche. Venez vers moi, essayez de savoir pourquoi je suis calme ou silencieux, par exemple. Et à partir de là, on sera à même de déterminer, par exemple, le problème qui gangrène son esprit à l'instant. Donc, je suis de ceux-là qui prônent véritablement le silence comme forme de langage. D'accord. Alors essayons d'aller un peu plus loin, Féloria, si vous voulez. Oui, vas-y, Stéphane. Bon, je ne sais pas que je suis pas d'accord avec eux. Hein. D'accord. Mais le silence peut être aussi l'échec. Pourquoi? Pour prendre l'exemple de nos amis politiciens, lorsqu'ils font parfois des promesses et qui ne réalisent pas, il y a aussi une forme de silence qui montre en réalité qui traduit l'échec. Donc, moi, c'est vrai que le silence, on va dire quoi, permet de s'exprimer. C'est une forme d'expression. C'est une forme d'expression, mais le silence, c'est également une forme aussi d'échec. Parce que pourquoi? Pour prendre quand je reviens sur l'exemple de nos amis politiciens, lorsqu'ils font des promesses, malheureusement, lorsqu'ils ne réalisent pas ces promesses, il y a ce silence-là. Donc, qui peut aussi, on va dire, traduire comme étant l'échec. D'accord. C'est vrai qu'on peut encore creuser, les amis. On va le faire tout au long de cette émission en parlant du silence. Reprenons le cas d'une communication. On va parler du silence. Par exemple, vous avez une dispute avec une personne. Est-ce qu'à ce moment, du coup, adopter le silence comme moyen d'expression, est-ce que c'est la bonne forme de communication, du coup, Féloria? Moi, je pense que ça dépend. Moi, je ne suis pas une personne qui prône le silence. Franchement, je suis de ceux, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un conflit, très impulsive. Ça veut dire qu'il faut que je te dise ce que je pense. Après, j'oublie. D'accord. Mais alors, il y a d'autres personnes qui privilégient le silence. Ils avalent tes mots, ils boivent tes mots, ils gardent le calme. Après, ils parlent. Non, mais moi, sincèrement, bon, ça dépend. Ça dépend des situations. Il y a des situations qui demandent à imposer un silence. Il y a d'autres, il faut parler. Mais il faut savoir dans quelle situation tu te retrouves. Oui, mais est-ce que du coup, garder le silence, c'est pas quelque part s'empoisonner soi-même? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le fait de boire, c'est... Donc du coup, c'est peut-être mieux d'extérioriser, de parler, simplement. Dans certains... Bon, si on revient au thème du début, ta belle-mère et toi, vous avez un conflit. Naturellement, moi, je vais plutôt axer sur le silence, pour pas aller loin ou bien atterrir dans des choses où tu voulais. Voilà, effectivement. Donc, vu que c'est ma belle-mère, je préfère prendre le silence et me taire. Mais dans d'autres situations, où par exemple, il peut y avoir un conflit entre ton mari et toi, et si ton mari a pris trop de choses un peu abusées, tu es obligé de répondre. Enfin, c'est pas possible de ne pas répondre. Moi, c'est surtout que même dans la thérapie, mon cher Ruben, on nous recommande parfois de communiquer, de parler. Et que après, c'est comme Féloria l'a souligné, et Murphy aussi l'a souligné, ça dépend de la situation, du contexte. Mais dans certaines situations, par exemple, il est recommandé de parler. Parce que le silence... comme on dit, qui ne dit rien consent, mais c'est vraiment le cas. Est-ce que c'est toujours le cas, Ruben, qui ne dit rien consent? Non, je ne suis pas forcément d'accord avec cela, parce que si on prend même le cadre du droit, donc sur un plan purement juridique, vous allez voir dans certaines situations, on vous dit que celui qui est silencieux, voilà, il a consenti. Mais on vous dit également que dans d'autres situations, celui qui est silencieux, autant pour moi, n'a pas expressément donné son consentement. Exactement. Donc, ça remet fondamentalement en question... c'est bien de sortir l'aspect juridique, justement. Oui, effectivement. Donc, ça remet un peu en question cette idée. Et je partage également l'avis de mes compères selon lequel il faut un équilibre. À quel moment je dois rester silencieux et à quel moment je dois m'exprimer, par exemple. Et pour revenir également par rapport à ce que Stéphane a eu à souligner, donc dans une certaine mesure, le silence peut également être considéré comme un échec. Parce que prenons le cas, par exemple, d'une situation d'interview. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, quelqu'un, lorsqu'il est lésé ou lorsqu'il se sent frustré par rapport à certains propos qui ont été énoncés, il aura tendance à se recroqueviller sur lui-même. Il aura tendance à faire un retrait sur soi, de sorte que, voilà, par son silence, naturellement, on se rend compte que soit il n'a plus rien à dire ou qu'il a été lésé ou mis mal à l'aise par rapport à la situation qui est justement présente. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur... on va dire, un chercheur africain qui est revenu un peu sur l'importance aujourd'hui de la communication et que pour lui, le silence vient un peu tuer les rites et traditions qu'on a sur notre magnifique et beau continent, l'Afrique. Est-ce que vous partagez cet avis, Stéphane? Ça tue un peu ce qu'on avait, parce que quand on sait que l'abrapalabre, c'était pas le silence, et que jadis le silence n'existait pas, en tout cas dans notre conscience, même dans nos langages, le silence n'existait pas du tout. Est-ce que du coup ça vient un peu tuer notre tradition quelque part? Effectivement, le silence aujourd'hui est un peu, on va dire quoi,
vient un peu de nos traditions, parce qu'aujourd'hui même, on ne connaît plus nos rites et cultures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne communique plus sur cela. Donc aujourd'hui, en réalité, le silence, on va dire quoi, j'avais d'utiliser un terme là. Éradiquer, voilà, merci. C'est pas possible, ça. Voilà. Non, mais éradiquer, bon, non, après ça dépend. Peut-être pas éradiquer. J'ai pas dans j'ai pas dans le cas de la culture. Aujourd'hui, la petite histoire, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à parler leur langue vernaculaire. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ce silence-là a fait en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent plus à connaître leur rythme et culture. Donc, moi, je pense que le silence, aujourd'hui, comme je disais tantôt, que doit être éradiqué. En réalité, on doit promouvoir plus la communication. D'accord. Voilà. Ouais, mais ça va être compliqué. Mais du coup, si quelqu'un a besoin, parfois, le silence aussi, ça peut être une thérapie. Peut-être qu'on a besoin de se soigner aussi. Justement, ça dépend même de la situation. Ça dépend de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Mais voilà. Mais en vérité, notre société africaine, c'est une société qui est familiale, qui communique beaucoup. On est habitué à être ensemble, à discuter. Quand il y a un problème, on va là sur la palabre, on dit voici on dénonce ce qui ne va pas. Et donc le silence, ça ne connaît pas en réalité. Et je crois que c'est un mal quand même, parce que c'est quelque chose qui tue intérieurement. Tu te rends compte qu'il y a des personnes, ils subissent des choses atroces, mais ils n'osent pas parler, mais ils se font du mal. Ils se détruisent à l'intérieur. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, s'empoisonner soi-même, en fait. Le jour où tu te rapproches de la personne, tu essayes de faire parler la personne, tu te rends compte, mais cette personne, il a énormément de problèmes, il a énormément de soucis. Et vas-y. Je pense que la mondialisation aussi a un peu y voir dedans. Ça veut dire que le monde occidental est beaucoup plus individualiste. Ça veut dire que moi, je suis avec mon mari, ce que je vis n'intéresse personne. Si je vois quelque chose, je n'ai pas le droit de parler parce que ce n'est pas mon affaire, ça ne me regarde pas. Et le fait que l'Afrique se laisse influencer par ces formes-là. Oui, mais est-ce que déjà même nous, on ne prônait pas déjà le silence? Quand on parle de sagesse, en général, même dans la famille, on te dit attention, il y a des choses, quand tu vois, ne parle pas. Il y a toujours des réunions pour que on demandait souvent de ne pas prendre la parole, de ne pas parler. Justement, pour rebondir ici, on est au Sénégal, mais on est face à un problème. Les Sénégalais, les jeunes comme nous, n'arrivent pas à s'exprimer. C'est-à-dire qu'en classe, nous, les Gabonais qui sommes habitués à parler et tout ça, eux, ils voient ça comme quelque chose d'étrange. Et on a essayé, mes amis et moi, on a essayé de parler avec eux et ils nous expliquent qu'en fait, ici, dans leur coutume, les enfants n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire que quand un parent parle, que tu sois d'accord ou pas, c'est vraiment culturel, en fait. Il y a une tradition. Complet. Et les enfants se retrouvent à être très timides, même pour s'exprimer. Par exemple, ils sont très réservés, très timides. Parce qu'ils ont été enfermés dans un silence complet, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Du coup, la tradition, Ruben, l'équilibre dont vous parlez, que vous avez souligné sur le plateau, c'est justement ça, c'est de pouvoir avoir cet équilibre au sein de la tradition. C'est vrai que c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. C'est partout sur le continent. Quand les aînés parlent, vous n'avez pas droit à la parole. Plus jeunes, vous n'avez pas droit à la parole lors des rencontres et tout ça. Et ce qui fait que, effectivement, on a toujours gardé ça. Moi, devant mes grands frères, je ferme ma bouche. Attention, j'opte pour le silence, sauf si on me demande de parler. Effectivement, que ça te renvoie un peu dans une forme d'éducation, de tradition. Et le juste équilibre, c'est là, justement, mon cher Ruben. Le monde moderne et le monde jadis traditionnel, nos cultures, nos valeurs africaines. Tout à fait, parce que ce qu'il faut également souligner, c'est que l'évolution, elle est inévitable. Donc, il y a des choses contre lesquelles on devait même arrêter de se battre. Et donc, moi, je suis d'accord qu'il faut naturellement trouver un équilibre parce que la situation, elle est déjà là. Et n'oublions pas également, vous l'avez souligné, que dans le silence, il y a pas mal de bienfaits. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en se retenant, il y a pas mal d'ennuis qu'on a évités. Et surtout, mais c'est vrai que quand on décide de ne pas parler, comme on dit dans le jargon familier, on évite les problèmes en général. Et en général, même on dit, si tu n'as rien d'intéressant à dire, reste tranquille. Tu gardes le silence. Tu gardes le silence. Il ne faut pas parler pour dire n'importe quoi. Il ne faut pas parler pour sortir des bêtises. Oui, parce que la puissance des mots, attention à ce qu'on dit et tout le reste. Et c'est vrai que pour aller dans le même sens que toi, Ruben, ne pas parler, opter pour le silence, c'est également éviter, on va dire, d'aggraver la situation, par exemple. Mais il y a encore un autre risque, surtout quand on est en couple, même en famille, parce que ça crée des tensions. Le couple, par exemple, si vous allez vous disputer, et elle disait tout à l'heure, je reste avec ton exemple,
tu parlais de boire les mots. Donc voilà, le fait de boire les mots et d'avaler ces mots-là et de ne pas, en tout cas, les exprimer plus tard dans le couple. La prochaine dispute, on te ramène justement un peu la dispute d'il y a 2 semaines. On te ressort les mêmes choses. Tout ça parce qu'on a opté pour le silence. Du coup, là, attention, on a l'impression que du coup, Ruben, c'est une arme très dangereuse, le silence pour le coup. Effectivement, parce que le silence également, c'est vrai, peut constituer une arme, vu comment le contexte est présenté. Parce qu'on le dit souvent, les mots ont leur sens selon le contexte. Et donc, si on prend la situation d'un couple marié, où la communication n'est pas forcément au rendez-vous, dans une certaine situation, quelques temps plus tard, naturellement, et c'est généralement les femmes, elles vont te ramener ça sur la table. Souviens-toi, tu avais dit ceci, tu avais fait cela. Quoique, on rappelle on aime les femmes, on respecte les femmes, on est dans le mois de la femme. Voilà, mais c'est un fait, il faut quand même le souligner. Il faut quand même qu'on en parle. Je tenais également à citer Patience Dabani, qui récemment dans un de ses titres disait « Tais-toi quand tu parles ». Et cette phrase, c'est vrai, vue comme ça, elle semble anodine. Mais lorsqu'on va dans le fond de ce qu'elle dit, elle est très puissante, la métaphore. Et oui, effectivement. Tais-toi quand tu parles, c'est... Effectivement, c'est profond. Et donc, comme on l'a dit, il faut adapter ça également au contexte. À quel moment je dois me taire quand je parle. Et on l'a constaté, on peut vraiment le voir. Lorsque papa, il te regarde, il n'a rien dit, il s'est tu, mais il t'a parlé. Donc, voilà, il faut relativiser en quelque sorte. Non, mais c'est exactement ça. Il s'est tu, mais c'est clair, il a parlé. D'où le tais-toi quand tu parles, qui est justement... Oui, Féloria. Aussi, comme il disait, il faut savoir quand il faut parler. Il y a des femmes ou aussi des hommes qui subissent des violences conjugales, mais qui sont... aussi, hein. Oui, verbal. Oui, c'est tout ça en fait. Mais ils sont rendus au silence en fait. Bon, on m'a dit de ne pas parler, donc je ne parle pas. Mais tu subis. Moi, franchement, je peux pas. Soit je passe à l'acte, c'est que je te coupe un truc sur ton corps qui va montrer aux gens que... Bon, on va pas aller à l'extrême. On va pas aller à l'extrême, mais effectivement, c'est peut-être, dans ce sens-là, c'est de parler, c'est simplement de communiquer. Il ne faut pas opter pour le silence dans cette phase. Ça dépend des situations. En fonction de la situation, il faut voir s'il faut opter pour le silence ou il faut opter pour la communication. Donc c'est tout simplement... Oui, mais c'est vrai que là, du coup, ça devient vrai, là, le silence, c'est bien. La communication aussi, c'est... Voilà. Mais sauf qu'on a vraiment l'impression que le silence aujourd'hui, beaucoup optent pour le silence. Est-ce que du coup... Il y a beaucoup plus de lâches aussi. Bon, enfin, je voulais parler dans ce sens-là, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, et c'est pas très loin de ce que Féloria avait en tout cas fait ressortir en utilisant ce terme qui est un peu très lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que le fait d'opter, Stéphane, d'opter pour le silence, est-ce que c'est un signe de faiblesse? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est perçu comme tel. Si je ne parle pas, ça veut dire que bon, ça va, je suis faible, j'ai pas forcément envie de... Mais est-ce que du coup, pour toi, le fait d'opter pour le silence, c'est un signe de faiblesse? Ou plutôt de sagesse? Non, pas forcément, ça peut être un signe de sagesse. Voilà, si on ne veut pas, on va dire quoi, rentrer dans un problème, quand on sait que voilà, le problème il ne va pas avoir résolution, on peut se taire pour mieux montrer qu'on n'est pas forcément content sur cette situation. Après, le silence n'est pas forcément, on va dire quoi, synonyme de peur ou quoi que ce soit. Non, le silence est aussi une manière de pouvoir montrer ton mécontentement sur un point que tu n'as pas forcément apprécié. Mais après, voilà. Oui, mais après, justement, est-ce que c'est pas mieux de l'exprimer directement? Si tu veux régler ce problème, il y a des problèmes qui ne nécessitent pas de parler. Juste le silence montre à cette personne que cette personne n'est pas d'accord par rapport à un fait. Et la personne change. Non. Donc, on va s'écouter les amis, on va laisser Murphy développer. D'accord. Ok, donc comme je disais, à quel moment je sais de pourquoi tu es fâché? Parce qu'il peut y avoir tellement d'actions. Moi, je peux dire que l'action que j'ai posée n'est pas une action qui t'a vexé ou bien qui t'a fâché. Donc, il faudrait que je sache à quel moment je t'ai vexé, à quel moment je t'ai blessé. S'il y a une succession d'actions dans la journée, on ne sait pas laquelle je t'a peux vexé. poser plusieurs actions et puis toi, tu vas te renfermer sur toi, tu vas opter pour le silence, tu vas commencer à avoir des comportements. Mais à quel moment je sais que je t'ai vexé, à quel moment? Donc, il faudrait venir vers la personne. Il faudrait que tu ouvres la bouche pour dire, écoute, pendant la journée, tu as eu à dire ceci. Je n'ai pas apprécié. Et voilà. Et on passe à autre chose. Parce qu'après, il y a la rancune qui reste là. Bon, peut-être si tu abordes et après, moi, si je reste aussi à suivre ton comportement, mais bon, on va chacun rester dans son côté. Murphy, il y a des situations, lorsqu'elles sont assez évidentes, lorsque l'erreur elle est assez manifeste, tu n'as même pas besoin de t'exprimer pour que l'autre sache que là, par son acte, il t'a vexé par exemple. Et donc moi je pense que c'est dans ce sens que Stéphane veut aller, que si la situation elle est assez évidente, sans même que j'ai né à te parler,
mon silence est une manière de t'interpeller. Viens vers moi, j'attends des excuses de ta part parce que ce que tu as eu à poser comme acte, je n'ai pas apprécié. Mais je n'ai pas besoin de m'exprimer par exemple pour te le dire parce que l'erreur ou la situation, elle est assez évidente. Donc moi, je pense que c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il faut également... Si après l'acte, comme tu dis, il est remarquable, c'est clair que oui, c'est à toi de faire le pas. Mais généralement, moi je vois, c'est pour les faibles. Hein. Si tu n'oses pas venir par un homme comme toi t'as vexé, mais tu viens, tu dis, écoute, j'ai pas apprécié la façon dont tu as parlé. La communication, fait tout de suite. C'est mieux, franchement. Tu gardes le silence. D'opter pour la communication que le silence. Après, ça dépend. Mais le cas que vous avez dit est réel. Oui, non, justement, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus renfermées, il y a d'autres qui sont plus, qui prennent plus pour la communication. Donc ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent venir te le dire, il y a des personnes aussi qui préfèrent se taire pour te faire comprendre que l'acte que tu as posé n'est pas la bonne. Ça, c'est dans le cas des personnes sages. Mais il y a des lâches. Non, on va peut-être pas utiliser le mot. On va peut-être revoir le mot. C'est le mot un peu trop fort. Il y a des personnes qui n'osent pas. Pour un synonyme. Ils sont très renfermés du genre. Moi, j'aime pas ça, sincèrement. Genre, une personne te fait quelque chose, tu n'as pas apprécié. Il faut être direct. Mais quand la personne n'est pas là, tu fais que parler de ça. Non, mais attention, Régis, il y a aussi un fait. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ouvrent leur bouche, attention, c'est toute une catastrophe. C'est ce que je disais tout à l'heure, faites attention à la puissance des mots. Oui, effectivement. La puissance des mots de ce qu'on dit. Donc parfois, pour éviter d'envenimer la situation, les personnes ont tendance à se retirer. Et donc, à ce moment, la communication va naître à quel moment? La communication va naître à partir du silence. Parce que c'est celui-même qui a été à l'origine du problème qui va devoir se rapprocher de l'autre pour entamer la discussion. Parce que le silence, c'est se retirer, prendre le temps de bien réfléchir, pour trouver des bons mots, pour faire comprendre à la personne que, écoute, voilà. Est-ce que c'est un silence absolu? Non, il n'est pas absolu, justement, il est temporaire. Il faut parler. Ce silence-là, il ne faudrait pas que derrière, comme Féloria l'a souligné, il ne faudrait pas que tu ailles parler à d'autres personnes. C'est moi qui te vexe, mais tu vas parler à Féloria que, écoute, Stéphane a eu à me vexer, il a eu, c'est plus de silence, ça. Là, il y a un comportement de commérage, etc. Il y a de la fourberie derrière, il y a quelque chose. Donc, si tu gardes le silence, garde un silence absolu, ou tu vas dans la réflexion, la méditation, dans la sagesse pour dire que j'attends que la personne vienne vers moi et tout ça. Mais si tu vas derrière pour dire, regarde ce qu'il m'a fait, tant qu'il ne vient pas, je ne vais pas parler. Je crois qu'après ça... Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette position-là. Donc les amis, faites attention aux mots que nous utilisons quand même sur le plateau. Alors Ruben, je me tourne vers toi. Du coup, le langage ennemi ou ami du silence? Alors moi, je pense que les deux vont de soi. D'accord. Vous voyez, chez les Chinois, il y a ce qu'on appelle le yin et le yang. C'est vrai que ça ne cadre pas forcément avec ce qu'on veut dire, mais on peut le voir ou l'appréhender sous ce angle, selon lequel... Mais ici, en Afrique, on parle de l'immaturité et la maturité. Oui, après, ça dépend. Donc moi, je pense que le silence est complémentaire de la parole. Tout comme la parole, elle est complémentaire du silence. Et on l'a dit, tout dépend du contexte. Donc, l'application même de la notion du silence ou la notion même de l'expression va dépendre du contexte. Et moi, je pense que, par exemple, pour certaines personnes qui, par leur langage, ont ce truc-là de pouvoir blesser ou mettre mal à l'aise les autres, moi, je pense que par leur silence, ça peut permettre d'éviter d'envenimer la situation. Tout comme ces personnes-là qui également ont l'expression facile peuvent par même la situation, aller vers l'autre, commencer à échanger de sorte que le problème soit réglé. Donc tout dépend de l'attitude de la personne et également du contexte qui se présente. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation pareille, Murphy, une situation où vous avez dû privilégier le silence au détriment de la communication? Moi, généralement, je parle beaucoup. D'accord. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais directement vers la personne. Je te dis, voici ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Je n'aime pas trop garder le silence. Le silence, peut-être dans des situations où c'est en famille. Extrême. Dans des situations familiales. Il y a le respect de l'aîné, voilà. Ils vont dire des choses, même si tu es fâché à l'intérieur de toi, tu as envie d'ouvrir la bouche et de parler, mais à cause du respect, à cause du respect des traditions, à cause du respect des personnes qui sont autour de toi. L'éducation, tout simplement. À cause de l'éducation, tu vas te garder de dire certaines choses, tu vas opter pour le silence. Donc, je crois que... Mais moi, je suis plutôt celui-là. S'il y a un souci, je te dis, voilà, j'ai pas apprécié, et on parle et on passe à autre chose. Et Féloria, du coup, le silence, est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment chez la jeune féminine? On a l'impression que vous avez beaucoup envie de vous exprimer, d'extérioriser certaines émotions. Effectivement, chez les femmes, c'est compliqué. Nous, on parle tout le temps. D'accord. Maintenant, dans les femmes, il y a des femmes qui sont plutôt je ne parle pas, mais je critique derrière, comme c'est qu'on a dit. Il y a d'autres qui sont complètement je ne parle pas, mais elles souffrent
Parce qu'elles ne parlent jamais. C'est qu'elles restent, elles avalent. Et il y a d'autres comme moi, c'est sur place. D'accord. Ça sort. Mais je pense que dans les 3 catégories, il y a des choses à revoir. Chez moi, par exemple, qui m'exprime beaucoup plus, il faut opter un peu dans certaines situations pour le silence. Ça t'évite beaucoup de problèmes. Et chez celles où il faut aller critiquer après, il faut doser. Soit tu te tais, soit tu parles. Et la dernière catégorie, franchement, apprendre à parler, à dire à l'autre. Ce sont les mots. Tu m'as blessé, j'ai pas aimé. Quand tu dis ça, tu n'es pas violente, mais la personne, elle a mal. Parce qu'elle réalise qu'elle t'a blessé, forcément. Donc, chez les femmes, franchement, c'est délicat et il y a un gros travail à faire au niveau de la communication. D'accord. Stéphane, toi, comment tu gères des situations un petit peu compliquées? Est-ce que, du coup, le silence devient ton ami ou bien ton ennemi? Bon, moi, je opte un peu comme pour Murphy. C'est-à-dire que je opte pour la communication parce qu'en réalité, c'est la communication qui arrange les choses. On ne peut pas garder le silence, on va dire, totalement. Même lorsqu'on garde le silence, on finit par parler parfois. Voilà. Donc, moi, je opte pour le silence, pour la communication autant pour moi, parce que la communication permet d'apaiser les problèmes, permet d'arranger les problèmes. Ouais. Si j'ai un problème avec Murphy, écoute, je viens de dire Murphy, je n'ai pas apprécié telle chose, est-ce que tu ne peux pas arranger ça? Maintenant, après, il y a aussi le dosage des mots, le dosage, la manière dont tu viens vers la personne. Parce que si on vient mal, malheureusement, on peut encore frustrer la personne. Donc, il y a ce dosage, il y a cette communication appropriée pour apaiser les problèmes, pour arranger les problèmes. Donc, on opte pour la communication au détriment du silence. Et s'il fallait apporter une réponse, vite fait comme ça, les amis, avec un oui ou non, du coup, le silence, ce n'est pas un signe d'échec du langage. Féloria, c'est non pour toi? Non. Murphy? Non. D'accord. Non. Ruben? Je partage le avis. Bon, on est tous d'accord pour un non alors sur le plateau. Les amis, en tout cas, merci d'avoir participé à Génération News. Un tour de table, vite fait, peut-être la famille à saluer, des gens à saluer, du coup, à ne pas vexer, opter pour la communication cette fois-ci, et non pour le silence. Féloria, peut-être maman à saluer? Bisous à ma mère. D'accord, elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Ginette. D'accord, on salue maman Ginette. Murphy? Je fais aussi un coucou à ma maman. Comme on est le mois de la femme. Ouais, c'est vrai, on est en mars, c'est le mois de la femme, d'accord. Donc, elle s'appelle Laure Nadia. Laure Nadia, voilà. On salue maman Laure Nadia. Merci à maman, vous avez fait un excellent travail avec Murphy, futur grand journaliste au passage. Stéphane, maman moi, aussi contre, donc, moi, c'est par contre papa, Moudiango Julia Sano. Mais c'est également les gars du 7.0 de Libreville. Et du coup, maman, non? Non, maman, elle sait que c'est le cœur. Ouais, bon, d'accord. Non, parce que tu as opté pour papa, donc il ne faudrait pas vexer maman. Sinon, attention, la fin du mois, tu risques de ne pas recevoir ton virement. Ruben? Alors, pour moi, c'est particulièrement ma maman, je l'adore. D'accord. Je te fais un gros bisou, maman, mais également un gros coucou à mes grandes sœurs, qui d'une certaine manière également participent à mon éducation. Ben, tu peux les nommer, hein. C'est maman Marianne, il y a ma grande sœur Passeli, il y a ma grande sœur Myrna. D'accord. Et donc, il y en a plein d'autres. Oui, on va pas toutes les citer. Voilà, effectivement, on va s'arrêter là. En tout cas, Ruben, il a beaucoup de moments. En tout cas, merci à vous les amis d'avoir participé à Génération News. Ruben, ça a été un plaisir de te recevoir. Féloria, un plaisir également de te recevoir sur ce plateau. Et évidemment, mes futurs confrères, Murphy et Stéphane, étudiants en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.